Voici quelques exemples. Expliquer, impliquer. Exhumer, inhumer. Exposer, imposer. Extérieur, intérieur. Et expirer, inspirer. Alors inspirer, c'est important. Si vous inspirez bien, vous êtes inspiré. Et dans spire, il y a spirituel. Hein. Alors revenons à la prime. On parle de exprimer, imprimer. Alors à qui donne-t-on la prime? Au premier. Hein. D'ailleurs, c'est le même mot pratiquement. On trouve ça aussi le primavera, c'est le printemps, c'est le début. Le prime time, c'est le début des émissions intéressantes. Hein. Alors, donc je vais un peu développer l'importance de ce qui est premier, justement. Alors que ce soit par rapport à ce qui rentre ou par rapport à ce qui sort. Hein. Le bébé, alors l'inspire, c'est le premier inspire du nouveau-né, c'est important. De même que son premier cri. C'est là où tout commence. Et alors je vois aussi un lien avec la virginité. Parce que quand j'imprime, en général j'imprime sur une feuille vierge, hein. Sinon ça imprime pas bien. Vous avez tous remarqué ça? Alors de même, on fait table rase du passé avant de reconstruire. Si on a l'esprit empli de ses propres pensées, on ne peut pas écouter l'autre. Bon, au cas où vous auriez eu des propres pensées comme ça, c'est ce qu'il vous reste à faire. Le vide. Voilà, faites le vide, ça va imprimer beaucoup mieux. Alors, voilà. Alors, aussi le rôle, ça va avec la virginité, le rôle de la première fois. Alors, dans les machines, la première fois, on appelle ça une initialisation. Et pour l'homme, une initiation. Ça se ressemble. Hein. Et tout ça, ça forme la transmission. Comme pour les voitures, il y a une transmission entre le moteur et les roues, ça se transmet. Alors maintenant, si je reprends mes deux termes, si j'exprime quelque chose, mon voisin va imprimer, mais à son tour, lui, va exprimer quelque chose à son voisin, qui lui-même va imprimer, etc. Donc on voit que ça peut former les maillons d'une chaîne de transmission. Et alors, on peut se poser la question de qui a commencé. Qui a commencé à exprimer le premier? Qui a commencé à imprimer le premier? Alors ça, c'est l'œuf et la poule. Hein. On l'a déjà traité, l'œuf et la poule. Ça viendra. Et alors, c'est lié aussi à l'inversion des pôles, puisque je suis tantôt expresseur, tantôt imprimeur. Hein, puisque je suis bi. Je sais faire les deux. Et je dois inverser les pôles. Et c'est ce qu'on retrouve tout à fait dans le symbole du Tao. C'est le gros rond, là, il y a une espèce de goutte noire, une goutte blanche. Et dans le noir, il y a du blanc, et dans le blanc, il y a du noir. Et ça, c'est statique. Mais si on le représente en mouvement, il y a des schémas comme ça qui montrent qu'en fait, ça inverse. Le noir devient blanc, le blanc devient noir, et ça forme la respiration. Respiration primordiale. Alors maintenant, ce signal qui va de l'expresseur à l'imprimeur, etc., en fait, il peut se dégrader, puisqu'il y a transmission. Si à chaque fois, celui qui reçoit se contente d'exprimer bêtement ce qu'il a reçu, en fait, il va certainement en exprimer un petit peu moins, voire le déformer, et le signal, comme ça, va se dégrader à chaque passage. Mais on peut aussi upgrader. Bon, là, j'emploie un mot anglais, mais c'est pour garder le même son. Hein. Dégrader, upgrader. On trouve le même mot avec deux préfixes différents. Et alors, donc, on pourrait dire améliorer, alors, si on parle vraiment français pur et dur. Voilà. Et alors, comment peut-on faire pour upgrader le signal? Eh bien, ça peut se produire si, à chaque passage, chacun, au lieu de le répéter bêtement, j'insiste lourdement, il y ajoute de sa propre créativité. Il va chercher sur des plans où il est inspiré, ce que j'ai eu au début, là, il va pouvoir expirer d'autres choses, quoi. Voilà. Et j'espère que c'est ce que vous allez tous faire cet après-midi. Améliorer le signal. Parce que moi, je ne sais pas trop traiter le sujet. Voilà. Okay. Je suis habitué à ta concision. Voilà. Oui, en plus, c'est pas du tout dans ce sens-là que j'allais, parce qu'il a rappelé les termes, c'était très intéressant. Ouais. Donc, moi je commencerai par une citation célèbre de Jacques Lacan qui disait « L'inconscient est structuré comme un langage ». Et justement, il y a deux manières de voir le sujet. Bonjour. Deux manières de voir, deux approches, pas trois en fait. Hein. Il y aura une approche taoïste
une approche psychanalytique et une approche qui fait un peu le lien entre les deux, jungienne, psychanalytico-néo-taoïste, si on peut dire. Puisque le côté de l'expression, ça sera plutôt le côté de la psychanalyse, comme je vais le montrer. L'idée que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est une idée psychanalytique, dans le sens où le non-dit fait des dégâts au niveau de l'inconscient. J'y reviendrai avec Sigmund Freud, parce que le sujet peut être traité d'une manière tout à fait freudienne. Moi, je l'avais d'abord compris comme ça, pas que comme ça, effectivement. Mais on peut aussi le traiter d'une manière taoïste, avec l'idée du yin et du yang, qui d'ailleurs Yves nous a rappelé. Je reviendrai un peu là-dessus, en précisant, en approfondissant les choses, rappeler un peu ce qu'est le yin et le yang, un peu plus dans les détails, ce qui est yin et ce qui est yang. Et puis enfin la synthèse jungienne entre l'approche psychanalytique et taoïste, sans oublier que dans le taoïsme, enfin dans la philosophie du Tao, parce que dans le taoïsme c'est la philosophie de Lao Tzu, alors que vous avez le confucianisme qui s'inspire aussi du Tao. Le taoïsme a aussi une dimension divinatoire et une dimension psychologique avec le fameux livre de Niking que Jung, Carl Gustav Jung, a consulté pour soigner sa névrose. C'est une autothérapie, on parlait de thérapie avec le docteur. Bon. Et effectivement, là on parlera du docteur Jung aussi. Enfin, dans un troisième temps, j'évoquerai l'œuvre du docteur Jung, qui était psychiatre de formation, psychanalyste, puis dissident de Freud. Voilà le plan suivi. Donc je commence par le Tao, l'interprétation taoïste de ce sujet. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc comme l'a rappelé Yves très justement, vous avez deux énergies complémentaires dans le symbole du Tao, cette espèce de cercle qu'on appelle le Tai Chi, ce cercle avec les deux gouttes, soit blanche et noire, soit rouge et bleu parfois. On peut aussi les couleurs, mais souvent c'est soit représenté en rouge et en bleu. Ce sera plutôt l'homme et la femme, l'homme étant le bleu et la femme le rouge par exemple, hein, comme dans les couleurs pour les toilettes. Bon. C'est des symboles, le bleu pour les hommes et le rouge pour les femmes. Bon. Et puis le blanc et le noir, bon, voilà, ça dépend des. Voilà. On peut aussi prendre d'autres couleurs, mais en général, traditionnellement, le yin et le yang, c'est souvent en noir et blanc. Dans le noir, dans les Vikings, c'est blanc et noir. Voilà, dans le Viking, c'est blanc et noir, effectivement. Voilà. Donc, et d'ailleurs, on fait souvent une erreur hein, en Occident quand on interprète le symbole du Tao. Le Tao, c'est une dualité, une polarité entre des choses complémentaires, mais c'est pas le bien et le mal. C'est une interprétation manichéenne qui n'est pas du tout chinoise. Les Chinois ne sont pas du tout manichéens. Il n'y a pas de bien et de mal. Tout est relatif. Le bien peut devenir mal, le mal peut devenir bien. Il y a de la maladie. Voilà. Le mal est une conséquence de la souffrance, de la maladie, du déséquilibre, justement, entre le yin et le yang. C'est important. Donc, ce qui est yin, le yin, avant tout, c'est le vide. Il en avait parlé, du vide. Le yang, c'est le plein. Le yin, c'est l'ombre. Le yang, c'est la lumière. Le yin, c'est le froid et l'humide. Le yang, c'est le chaud et le sec. Le yin, c'est l'eau. Le yang, c'est le feu. Le yin, c'est le féminin. Le yang, c'est le masculin. Le yin, c'est le passif. Le yang, c'est l'actif. Le yin, c'est la poésie. Le yang, c'est la science, etc. On peut multiplier les... Le yin, c'est ce qui est concave, les creux. Et le yang, c'est ce qui est convexe, les pointes, etc. On ne va pas faire la liste, ça irait jusqu'à demain. Donc tout peut être considéré comme yin ou yang. On ne voit pas le Tao, il est invisible, impalpable, indicible, mais on voit ses effets qui sont ces deux énergies complémentaires, cette polarité entre le yin et le yang. Et l'expression, c'est le souffle, c'est en fait une certaine violence dans l'expression. L'expiration est yang, l'inspiration est yin. L'expression est yang, l'impression est yin. Parler, c'est yang. Écouter, c'est yin. Bon. D'ailleurs, j'avais pris une citation de Lao Tzu aussi qui disait « Celui qui sait se tait ». Celui qui sait se tait, c'est l'attitude plutôt orientale en général, taoïste en particulier. Pour Lao Tzu, le vrai sage ne parle pas. Parce que de toute façon, on ne peut pas tout savoir, c'est un appel à l'humilité, donc il vaut mieux se taire. Celui qui sait se tait, voilà. Il y aurait trop de choses à dire quand on sait, voilà. Il y aurait trop de choses à expliquer, donc autant se taire, alors que l'attitude occidentale, qui sera plutôt yang, va être une attitude de parler. On remplit le vide. Il suffit d'assister à un repas de famille, s'il y a un silence, ça devient très lourd. Alors qu'en Asie, on entend souvent, on voit ça dans les restaurants asiatiques ou dans les films, on entend les gens qui mâchent et tout, et puis personne ne dit rien, mais il n'y a pas de malaise, ils ont l'air contents, ils
mangent, dans le silence, pas toujours, hein, mais ils peuvent le faire, alors que nous en Occident on a du mal à un repas, entre amis, si personne ne parle, ça plombe l'ambiance, vous voyez, c'est pas la même culture, de ce point de vue-là. Nous sommes dans l'expression, on va privilégier l'extraversion, on parler des extravertis et des introvertis, alors que les Asiatiques vont privilégier l'introversion. Celui qui parle peu en Occident, on va croire qu'il est timide, ou au pire même demeuré peut-être, qui ne sait pas grand-chose, alors qu'en Asie, au contraire, celui qui parle trop, on va le trouver arrogant, prétentieux. Celui qui ne dit rien, on va dire, ah, lui, c'est un sage, il écoute. Bon, vous voyez, c'est très complémentaire. Je ne dis pas que l'un est bon et l'autre est mauvais, il faut les deux. Il faut le yin et le yang, ça c'est la sagesse du Tao de le dire. Donc, bon, ayant dit ça, on a presque tout dit dans l'approche taoïste hein, sur le sujet. Je vais donc passer, il y aura plus de choses à dire sur l'approche psychanalytique, un peu plus de choses à dire, puisque nous autres occidentaux sommes plus bavards, donc je serai plus bavard sur la psychanalyse que sur le Tao, forcément. Sur le Tao, à la limite, il n'y aurait rien à dire. Et enfin, je parlerai de la synthèse jungienne entre l'approche taoïste et l'approche freudienne. Donc la grande découverte de Freud avec la psychanalyse, c'est l'inconscient, une partie cachée de nous-mêmes. Et effectivement, on peut très bien prendre cette phrase dans un sens psychanalytique, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, eh bien ce qui n'est pas dit, le non-dit justement, c'est la grande théorie de Freud, va être refoulé dans l'inconscient. On a souvent des choses qu'on veut taire, souvent d'ordre sexuel par exemple, hein, des souvenirs refoulés de la petite enfance, un enfant qui a été abusé par ses parents, c'est l'exemple type, mais ça peut être plein d'autres choses, qu'on ne va pas vouloir dire, avoir eu un conflit violent avec son père, avoir souhaité sa mort inconsciemment, ça nous met mal à l'aise, donc on le refoule, et ce refoulement va créer la névrose, la maladie. Parce que c'est pas assumé, ça travaille en nous, ça nous hante, il y a une culpabilité qui s'installe, souterraine. Or, la guérison pour Freud, et ce sera comme ça qu'il va commencer son œuvre de psychanalyste, la guérison passe par la prise de parole, la cure, ce qu'il appellera la cure par la parole. Il faut dire le mal. Les mots, M-O-T-S, soignent les mots, M-A-U-X pour Freud. Et ça va marcher d'ailleurs avec sa première patiente célèbre qui s'appelait Anna O avec un point parce qu'on n'a pas dévoilé tout son nom. C'est une jeune étudiante juive qui était hystérique. Les premiers cas de névrose que va traiter Freud et pour lesquels il aura en général beaucoup de succès, ça sera l'hystérie. L'hystérie, on le sait, Freud nous l'expliquera, on pensait, il y a très longtemps, on pensait que c'était des femmes possédées par le diable. Parfois, on allait même jusqu'à les brûler, hein, au Moyen-Âge. La femme qui avait une crise d'hystérie, on la prenait pour une sorcière possédée par le démon, parce que la femme hystérique, elle va simuler une relation sexuelle. Pour les inquisiteurs, c'était démoniaque. Freud, bien entendu, n'y croit pas. Simplement, il n'est pas non plus, bien qu'il soit rationaliste et scientiste, il n'est pas d'accord quand même avec la manière dont l'Asie psychiatrique à cette époque traite les hystériques, c'est-à-dire avec les électrochocs. Bon, les électrochocs, ça calme la crise, mais ça fait des dégâts, et c'est une souffrance terrible pour les femmes. Donc il a eu pitié de ces femmes qu'il a vues dans les Asies psychiatriques. En tant que jeune médecin, neurologue, hein, il a visité des Asies psychiatriques, et il a été choqué, et il s'est dit qu'il faut absolument qu'il trouve une manière plus humaine de traiter l'hystérie. Et grâce à sa découverte de l'inconscient, et l'inconscient c'est essentiellement pour Freud de la sexualité refoulée, il va comprendre, enfin on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est quand même assez bien trouvé, il va réaliser que l'hystérie est une réponse à la frustration sexuelle, à une culpabilité aussi par rapport à des désirs sexuels qui étaient mal vus à l'époque, hein, dans la société du début du XXe siècle, austro-hongroise en plus, qui était beaucoup plus puritaine que la société française à la même époque. Hein. Freud le dit très bien, hein, d'ailleurs, hein. Il fait l'éloge de la société française, qui est plus libre pour les femmes, à cette époque-là, en tout cas, que l'Autriche-Hongrie, et que la plupart des autres pays d'Europe, d'ailleurs. Hein. Paris, surtout Paris, est la ville... c'est les années folles, Paris c'est la ville où on s'éclate en quelque sorte. À cette époque-là, Paris de l'époque de Freud, c'est le beau Paris. Et d'ailleurs, Freud va visiter Charcot, qui est la star de l'époque. C'est le médecin qui, le premier, réussit à guérir une jeune femme hystérique, la fameuse Augustine, voilà, à travers l'hypnose. Mais Freud, par contre, va avoir un problème avec l'hypnose parce qu'il trouve que c'est un peu trop mystérieux et comme il est très rationaliste, il va remplacer l'hypnose par la cure par la parole. Mais il reconnaît le talent de Charcot, qui a réussi à guérir, et
Pour Freud, d'ailleurs, l'hypnose est une preuve de l'inconscient, hein, quelque part, une confirmation de l'inconscient, puisqu'il nous fait faire des choses incroyables sous hypnose. Et donc il va traiter cette jeune femme, première cliente, ça va marcher, ça va faire... et il y avait un enjeu, pas seulement scientifique, pour Freud, il y avait un enjeu même financier. Hein. Il avait des dettes, il avait été viré de l'ordre des médecins, parce que la psychanalyse, on se dit, c'est quoi ce truc hein, c'est pas passé, en plus d'insister comme ça sur la sexualité, il s'est très mal passé, hein. Il s'est fait persécuter Freud, au début. Et donc, il fait parler cette jeune femme, il lui fait raconter des choses, ses rêves, d'abord il passe par le rêve, hein, la voix royale de l'inconscient, alors elle a des rêves assez particuliers, de chameau, de forme, symbole phallique, etc. Bon, je passe un peu les détails. Elle en vient quand même à confesser en quelque sorte que son problème, puisqu'elle a des paralysies aussi partielles aux jambes, hein, parce qu'elle somatise, hein, l'hystérie peut être somatisée. Donc Freud, avec beaucoup d'intelligence, va comprendre qu'en fait, cette jeune femme mène une double vie. Elle a dit oui à son père, parce qu'on n'a pas le choix, en famille juive, le père voulait la marier, mariage arrangé, avec un ami à lui, beaucoup plus âgé qu'elle n'aimait pas. Secrètement, elle entretenait une liaison avec un jeune homme de son âge, hein, il était en fac de droit de Vienne. Et donc, après ses cours, elle se dépêchait, elle courait pour aller rejoindre son amant rapidement et puis rentrer à peu près à l'heure, enfin un petit peu en retard en disant oui, les cours ont duré plus longtemps et le père évidemment se méfiait. Donc la paralysie aux jambes, c'était la culpabilité pour Freud, puisque comme ça, elle ne pouvait plus aller voir son amant, elle était obligée d'attendre que le carrosse arrive, puisque une famille très riche, hein, le père envoyait un cocher la chercher après les cours. Et donc, alors les parents sont inquiets, ils vont voir des médecins, il n'y a pas de raison organique à sa paralysie. Et puis elle a des crises effectivement d'hystérie qui font peur. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas encore très bien ce que c'est à l'époque. Freud accepte de la traiter et elle guérira parce qu'il va mettre le doigt, il va lui faire dire le mal dont elle souffre. Elle va lui confier sa liaison avec son amant. Alors on ne sait pas, l'histoire ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé après. Lui, son job de psychanalyste, c'est de la guérir. Est-ce qu'elle s'est rangée au désir de son père tout en gardant secrètement la relation avec son amant, ou est-ce qu'elle a osé braver son père, elle est partie avec son amant, ou elle s'est résignée à choisir, à se soumettre au père, on n'en sait rien. On n'a pas eu de... Bon, le but de Freud, c'était simplement qu'elle n'ait plus de crise d'hystérie. Et donc, de ce point de vue-là, il a réussi, et puis les médias en ont beaucoup parlé, et c'est même en 1906. Et donc, l'idée centrale dans la psychanalyse, me semble-t-il, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et fait des dégâts, au sens négatif du terme. Il faut dire les choses, absolument. Ce qui, d'ailleurs, peut être discutable dans certains cas. C'est vrai en général, le non-dit par rapport à des traumatismes, il vaut mieux crever l'abcès. Ça, c'est une attitude très occidentale, quelque part. Il faut dire les choses, il faut être franc. En Asie, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, la psychanalyse a fait un fiasco total en Asie, ça n'existe pratiquement pas. On va dire qu'ils n'en ont peut-être pas besoin parce que leur religion, leur spiritualité sont des thérapies, notamment le bouddhisme. J'ai comme une thérapie très différente de la thérapie psychanalytique, le bouddhisme. On n'est pas. Et Jung, quelque part, justement, j'en arrive à mon troisième point, ma synthèse. Jung va faire en quelque sorte la synthèse que Freud lui reprochera. Il y aura un clash entre les deux hommes, puisque Freud reprochait à Jung de s'intéresser à la spiritualité, au bouddhisme. Il dit, tu te rends compte, déjà on nous attaque à cause de la sexualité, déjà ça passe mal. Alors si en plus on commence à faire l'éloge du bouddhisme, de la sorcellerie, de la magie, de ces choses-là, on va nous coffrer à tous les coups. Ça fera deux obstacles à surmonter. Parler de sexe, déjà, c'était pas facile à l'époque, et en plus, parler d'ésotérisme oriental. Jung va moins parler de sexe, d'ailleurs. Parfois, il a plus pratiqué que Freud, mais moins en parler. Ce qui, d'ailleurs, va aussi gêner Freud, qui était assez jaloux. Jung était plus jeune, comme son nom l'indique. Jung, ça veut dire le jeune. En allemand, alors que Freud, ça veut dire la jouissance. La joie. Ils ont des noms qui sont quand même, c'est quand même intéressant. Quelle équipe La jouissance et la jeunesse. Bon. Et il y aura un clash entre les deux, je ne reviens pas sur leur histoire, c'est pas le thème du jour. Et au fait, dans le sujet... excuse-moi, on a oui.
Il y avait un film qui est sorti. Très bon film, Dangerous Method, oui. Comment il s'appelle Dangerous Method de Cronenberg. C'était génial. C'était super. Ouais. Michael Fassbender dans le rôle de Jung et Viggo Mortensen dans le rôle de Freud. Et puis la présence aussi de la belle Keira Knightley, qui est la femme de Sabina Spielrein. Voilà. Et du beau Michael Fassbender. Oui, et puis le beau Michael. Il y avait un film avant avec Montgomery Clift. Oui, plus ancien, oui. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est une belle référence. Freud, Passion secrète, je crois ça s'appelait. Mais bon, on va revenir au sujet avec Jung cette fois-ci, dans un troisième temps. Alors, précisons quand même, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la biographie, puisque c'est lié quand même à un psychanalyste qui se prend toujours, enfin, c'est quand même la déontologie qu'il exige, il se prend lui-même comme cobaye pour sa propre expérience. Freud a découvert l'inconscient en prenant de la cocaïne. Il avait des douleurs à la mâchoire, il avait un cancer de la mâchoire. Et pour soulager ses douleurs atroces, il prenait de la cocaïne, comme la morphine, ça soulage les douleurs. Mais c'est quand même pas tout à fait pareil parce que ça crée plus d'effets secondaires, notamment des délires qu'il a pu avoir. Lui, qui est si rationaliste, il s'est dit, ça ne peut pas venir de moi, ça vient de quelque chose enfui en moi-même, donc l'inconscient, voilà ce qu'il appellera l'inconscient. Jung est d'accord là-dessus. Simplement, Jung, la différence, c'est qu'il reprochera à Freud de trop insister sur le sexe, l'importance du sexe, le fameux pansexualisme de Freud, et de voir aussi d'une certaine manière l'inconscient comme quelque chose de purement négatif, qu'il faut absolument exorciser. Pour Freud, la guérison passe absolument par la prise de conscience de notre inconscient. Jung n'est pas d'accord là-dessus, il dit non, il faut garder une part de mystère, de secret. Les choses, peut-être certaines choses doivent être dites, mais tout ne doit pas être dit. Le psy doit respecter le jardin secret de son patient. Je crois qu'il a raison, plutôt jungien de ce point de vue-là. Et donc Jung va faire la synthèse entre l'approche psychanalytique qui insiste sur le fait que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime négativement, mais il va aussi prendre le point de vue taoïste qui dira que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime positivement. Voilà. Parce que c'est important de garder du non-dit. Voilà. Ça fait notre richesse intérieure. Voilà. Donc Jung est un peu dans l'intermédiaire, et d'ailleurs c'est le tirage du Yiking, qui s'est intéressé au Yiking, le fameux, on avait fait une séance ici il y a quelques années, beaucoup de monde. Il va soigner sa névrose de culpabilité, parce qu'après le clash avec Freud, il se sent coupable, le film le montre très bien, parce qu'il a quand même couché avec sa patiente, ce qui ne se fait pas, il reconnaît que c'est un tort, qu'il a fauté. Freud l'avait bien mis en garde, il ne faut surtout pas que le psy couche avec sa patiente, parce que sinon c'est la destruction. Il faut un transfert affectif, il faut que la patiente soit amoureuse, tombe amoureuse de son psy, si c'est un homme, et vice versa, comme la figure du père, le complexe d'Oedipe, enfin le complexe d'Électre. Donc c'est normal que la patiente s'attache à son psy, mais le psy, lui, il doit être un peu froid, enfin il ne doit pas céder. Voilà. Bon. Et donc il va lui reprocher amèrement, d'autant plus qu'il était jaloux, parce qu'il était amoureux aussi de la belle Sabina Spielrein, seulement bon, c'était pas réciproque apparemment. Je pense que Freud, il n'était pas si moral aussi qu'il le dit, c'est la déontologie, mais elle a préféré Jung parce qu'il était plus jeune, plus beau, voilà. Et puis on lui parlait plus. Voilà. Bon. Et Freud l'a mal vécu apparemment. Des jaloux. Oui, ça reste des hommes, ça doit être des génies, ça reste des hommes. Jung donc se sent coupable, il développe une névrose de culpabilité parce qu'il a tué le père, Freud, et puis en même temps il a fauté, il le reconnaît quand même, double faute. Le meurtre du père et en quelque sorte le non-respect de la déontologie psychanalytique. Et il a songé même au suicide à un moment donné, et puis le Yiking va le remettre à pied, et va le guérir même, le soigner, une autothérapie en consultant le Yiking très régulièrement. Voilà. Et donc pour Jung, il y a, et là je reviens un petit peu à ce que je disais en introduction Yves, il y a un va-et-vient en quelque sorte entre l'expression et l'impression. Ce que Jung a parfaitement compris. Entre le yin et le yang, entre l'anima et l'animus. Autre concept très intéressant chez Jung, c'est l'idée que l'homme a une image idéale de la femme dans son inconscient, ce qu'il appelle l'anima, et la femme a une image idéale de l'homme dans son inconscient, ce que Jung appelle l'animus. Anima, animus, c'est un peu comme le yin et le yang aussi, de manière inconsciente. Donc l'expression et l'impression sont en quelque sorte les deux visages d'un même être, les deux faces de Janus en quelque sorte. Le jour et la nuit, la vallée et la montagne, etc. Donc les deux sont nécessaires et il y a un moment peut-être pour exprimer les choses et un moment donné pour ne pas les dire. L'essentiel étant, et ça sera mon dernier mot pour l'instant avant de te laisser la parole, l'essentiel c'est que
ceux qui s'expriment ne nous dépriment pas. Ceux qui s'impriment ne nous dépriment pas. Je vais faire le jeu de mots aussi avec la dépression. La déprime, pour revenir effectivement au point de départ de Yves. Voilà, donc je vous laisse la parole. Je précise juste, j'avais oublié de le dire, qu'on peut débattre jusque vers 6h. Vers 18h, on a les mots de la fin. Et puis ensuite, on vote un sujet pour le mois de février. La déprime, oui, enlever, enlever ce qui a été mis la première fois. Et voilà. Donc on est dans le vide, puisqu'il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Donc on n'a plus d'image, on n'a plus d'idée. Je viens de trouver ça. Ah bon? Sabine. Oui. Alors, je vais rebondir d'abord sur deux éléments parce que l'exposé, il y a beaucoup de choses dedans et très intéressant. Alors, pour le Tao, de toute façon, exprimer, imprimer, en dehors de... Je pense qu'exprimer, au départ, c'est plus opposé à s'intérioriser, peut-être. Parce que s'exprimer, c'est sortir au dehors. Et donc, vraiment, le yang, il me semble, c'est plus intérioriser que imprimer. Mais en même temps, c'est très intéressant ces deux mots. Parce que... oui, parce que ça met en jeu, expression, c'est vraiment à un moment X, voilà, sur le moment, on s'exprime à tel moment, alors que si on est dans l'imprimé, on est plutôt dans quelque chose qui se garde. Donc c'était intéressant. Bon, ça c'est le premier truc, mais il me semble qu'en fait les deux mots ne sont pas forcément dans une position yin-yang, mais c'est complètement... De toute façon, je crois que le sujet est peut-être plus, comme tu l'as dit, psychanalytique quand même si on revient pas mal. Voilà. Alors au niveau de la deuxième partie, c'est juste le mot exprimer, parce qu'on a parlé beaucoup de non-dit, etc., mais on peut exprimer, on n'est pas obligé d'exprimer avec des mots. Et je pense que là, c'est intéressant. On peut exprimer avec un regard, avec une gestuelle, etc. Donc là, il y a peut-être essayer de voir ce que c'est que donc s'exprimer. Et il n'y a peut-être pas que le langage des mots, même si en psychanalyse, tu as développé, bien sûr. Et après, tu l'as dit à un moment, c'est pas forcément le négatif, c'est aussi le positif. Et même ce qui est imprimé, il ne va pas forcément rester. On peut aussi croire à un travail qui fait qu'il y a résilience. Voilà. Justement, ce que tu dis est très intéressant, ça me fait penser, même si c'est un peu indirect, mais c'est l'association d'idées, comme on dit, à une pratique japonaise très intéressante, c'est d'imprimer justement des mots. Il y a un très beau film d'ailleurs qui le montre, c'est le film Notebook, tiré d'un roman japonais, il y a assez longtemps. Une tradition, il y a plein de choses intéressantes au Japon. Il y a cette tradition qui consiste à, c'est comme des tatouages, mais c'est pas des dessins, mais soit des dessins, c'est des mots. On va imprimer des mots sur le corps de quelqu'un. Et ça a eu à un moment donné, c'était la folie au Japon. Le film le montre très bien. Ouais. Ça c'est intéressant. Donc en Asie, on préfère imprimer. On est assez axé sur l'imprimerie, l'impression. L'imprimerie, j'ai fait un lapsus, mais c'est vrai que l'imprimerie a été inventée avant Gutenberg. C'était les Chinois qui avaient déjà des systèmes d'impression. Des planches de bois, c'était un chinois. Donc un siècle avant Gutenberg. Gutenberg, c'était en 1572. Non, 1472. Pardon, 1472, oui. Mais les Chinois, c'était en 1380, quelque chose comme ça. C'était un siècle avant. 1472. Oui, Marie-Laure. Alors c'est un peu pour rebondir sur ce que tu as dit, Sabine. Effectivement, je pense que le passeport